Merci beaucoup Agnès, et puis à mon tour aussi de remercier vraiment les collègues pneumologues, allergologues, francophones, disons de cette opportunité pour partager avec vous des informations par rapport à SARS-CoV-2. Alors, ce virus, donc je ne rentre pas dans l'épidémiologie, dans l'impact que ça a eu, ça a bouleversé nos vies, vraiment. Hier, je discutais avec Béchir par rapport à des infections qu'on est en train de voir maintenant, parce qu'en fait, pendant 2 ans, le virus a tellement circulé qu'il a peut-être pris la place à d'autres. On sait toujours, les cellules s'infectent par un virus, il y a toujours des... Et puis, on risque d'avoir peut-être des grippes plus sévères, parce que ça fait 2 ans, il n'y a pas eu beaucoup de circulation. On risque d'avoir, il y a le problème d'adénovirus maintenant, qui est en train de circuler, qui est en train de donner très probablement des formes agressives d'hépatite, qu'on classe non A, non B, non E, etc. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de bouleversements avec cette pandémie. Alors, le virus, il a sa tête. Il code, c'est un virus ARN, il code pour une vingtaine de protéines, dont uniquement le tiers, ou même moins, qui sont ce qu'on appelle des protéines de structure. Donc, ils sont dans la membrane. Vous avez la fameuse spike, la protéine M, la nucléocapside, l'enveloppe. Et voilà, donc il n'y a pas beaucoup de protéines dans la structure, mais dans le génome, il y a des séquences qui codent pour d'autres molécules qui sont intéressantes pour la vie, pour la multiplication, et aussi qui peuvent être la cible de réponse immune. Alors, pour rester classique, donc ce virus rentre par un récepteur qui est spécifique en fait à la protéine, enfin le ligand de la protéine spike, c'est l'ACE2, et le virus libère son ARN, qui va faire 2 choses, il va se répliquer et puis il va se mettre, malheureusement je n'ai pas le pointeur, qui va se mettre à synthétiser un certain nombre de protéines qui vont s'assembler au niveau des structures cytoplasmiques intracellulaires, entourées d'ailleurs de lipides, de membranes lipidiques de l'hôte, et puis après maturer et se multiplier et sortir de cette cellule. C'est comme ça que ce virus diffuse. Alors moi je vais parler de réponse immune et de vaccination, et pour montrer ici que en fait la réponse immune contre ce virus, elle est là. Il y a ce qu'on appelle la réponse immune à la partie donc à gauche, où on voit apoptose N4 et N4, donc c'est ce qu'on appelle la réponse immune non spécifique, donc il n'y a pas de reconnaissance d'antigène, mais ça agit pour contenir une infection et quand il n'y a pas beaucoup de virus. Mais la réponse immune adaptative, la plus importante, c'est là où vous voyez là, c'est DC pour cellule dendritique, c'est-à-dire c'est la cellule professionnelle présentatrice d'antigènes. Elle capte les antigènes à l'intérieur et elle fait exprimer les peptides en association avec ce qu'on appelle les molécules de classe 1 pour activer les TCD8+, là, et puis aussi activer les TCD4+, ces 2 types de cellules. Les TCD4 vont aussi contribuer à la maturation des anticorps et à l'activation et la différenciation des cellules B qui portent un récepteur de membrane qui est spécifique à une des protéines de surface du virus, parce qu'il ne voit que le virus en surface, alors que les cellules T voient des peptides du virus, CD4 ou CD8. Et donc les lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes, produire des anticorps, et puis après, dans la phase qu'on appelle effectrice, on va avoir soit de l'autre côté, là à droite, en haut, les TCD8+, qui sont activés et qui vont lyser carrément les cellules infectées par le virus. Vous avez aussi des anticorps, notamment les IgG, mais les IgA aussi, et sécrétoires notamment, qui peuvent donc aussi jouer un rôle important pour neutraliser les particules virales qui sortent ou qui arrivent. Et donc, ces 2 effecteurs de la réponse immune jouent un rôle important à la fois dans l'élimination et d'une infection naturelle, mais aussi ils sont importants pour le développement du vaccin. Une petite remarque, c'est une ancienne publication qui date depuis le début, quand on a commencé à comprendre, et on voit globalement, pour ceux qui ont eu à prendre en charge ces patients, il y a 2 situations. Il y a ceux qui, en haut,
ceux qui vont guérir, on va dire, plus ou moins rapidement, sans beaucoup de problèmes. Il y a un lien avec les faibles charges virales. Il y a un lien avec le développement des effecteurs de la réponse T et B qui vont jouer un rôle effecteur pour éliminer le virus ou éliminer les cellules infectées par le virus. Et vous avez la situation qui peut, comme facteur de risque, c'est les doses élevées de virus, c'est d'autres facteurs de risque et des comorbidités. On va avoir une réponse immune un peu plus exagérée, entre guillemets. Entre autres, il y a la lymphopénie, mais en fait, les lymphocytes vont aller dans les sites de multiplication du virus. Donc, dans le sang, ils sont diminués, mais ils sont ailleurs, ils sont même activés, et ils causent ce qu'on appelle cytokine storm, donc cette tempête de cytokines, avec une destruction de tissus, et ils donnent la forme sévère. Et c'est la forme que vous avez vue après une semaine à 12 jours à peu près d'une infection qui démarre, semble être contrôlée. Alors l'histoire de doses importantes, c'est soit la dose initiale importante, soit le délai entre le développement d'une réponse immune et le temps de multiplication de virus, notamment dans les cas d'immunosuppression. Donc vous avez la réponse immune qui met du temps, même avec une dose faible de virus infectant, le virus va se multiplier suffisamment et au bout d'un certain temps, il a besoin d'une réponse immune importante et exagérée et on peut arriver à ces complications. Voilà. Alors, maintenant, je vais parler de ce qu'on voit comme réponse immune. Elle est importante parce que si on veut développer des vaccins, il faut qu'on comprenne dans la nature qu'est-ce qui se passe. Et dès le départ, il y a eu des publications donc très rapidement, qui montrent que les gens qui sont infectés développent des anticorps, notamment contre la protéine S, et que ces anticorps sont neutralisants, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle, ils empêchent la multiplication virale dans des systèmes de culture, etc. Donc ce qui est vu là, dans la partie de droite. Donc ça c'est bien. L'autre chose qu'on a vu au départ, c'est que les gens qui guérissent, enfin, après Covid-19, développe aussi une réponse cellulaire. Tout à l'heure, on parlait de l'IGRA. L'IGRA, en fait, c'est la capacité qu'ont les lymphocytes CD4 ou CD8 à produire l'interféron gamma. Quand on les stimule avec des peptides issus, pour revenir à l'IGRA, des peptides issus des protéines sécrétées qui ne sont pas contenues dans le BCG, en fait. C'est pour ça qu'il est intéressant. Donc ici, on fait à peu près les mêmes types de tests. Ce n'est pas des IGRA, mais c'est des tests un peu plus sophistiqués, où on regarde s'il y a des lymphocytes CD4 spécifiques des peptides des différents antigènes du virus. Vous avez vous avez l'antigène S, M, et les NS, c'est les non structurales, donc des protéines non structurales. Et on a déjà vu, dès le départ, qu'il y avait quand même une bonne proportion de gens qui guérissent, développent une réponse cellulaire de type TCD4+, 100% je crois ici, et aussi des réponses TCD8+, de 70%. Et donc, c'est important ça. C'est important pour le développement de vaccins, on va voir tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, rappelez-vous, au départ, on ne comprenait pas pourquoi, on pensait que certaines populations étaient résistantes, certains individus, etc. Et puis, en même temps, et c'était des démonstrations, mais vraiment dans de grands journaux, on a trouvé que les gens non exposés pouvaient avoir une réponse cellulaire à 50%, contre la protéine S de SARS-CoV-2, contre les protéines non structurales, la protéine M, et même des réponses TCD8+. Et ceci est dû à des séquences qui sont en commun entre le SARS-CoV-2 et soit d'autres coronavirus qu'on connaît, qui donnent des rhumes, ou même d'autres virus. Et c'est important à considérer ça parce que on voyait dans certaines populations des gens qui résistaient plus que d'autres, etc. Et on cherchait à comprendre, ça c'est un des mécanismes pour comprendre cela. C'est une autre façon de démontrer la réponse cellulaire contre des poules de peptides. Et encore une fois, même donc la protéine spike donne une bonne réponse cellulaire chez les gens guéris, c'est bien. Mais même d'autres protéines non spike, des peptides issus d'autres protéines non spike, et même, donc comme vous le voyez, en bleu, c'est les gens qui ont fait Covid, des convalescents, et en noir, des gens qui n'ont pas fait Covid ou qui n'ont pas été en contact, parce qu'on est allé prendre des cellules congelées et qu'on avait prélevées avant la pandémie. Donc pour être sûr, parce que la pandémie est arrivée à un moment où donné et on savait faire. Alors ça, c'est un article vraiment très intéressant
dans lequel il y a eu une étude de l'origine des peptides qui peuvent être reconnus par les lymphocytes T, CD4+ en A et TCD8+ en B, et l'origine des différentes protéines. Donc vous avez 30% de protéine S, après la protéine N 11%, et de même aussi pour les TCD8+. C'est important ça parce que parfois dans certaines situations, par exemple dans l'hépatite B, la réponse immune cellulaire, elle est essentiellement dirigée contre des peptides de la partie HBC, ce qu'on appelle l'antigène HBC, ou pré-C, alors que la réponse anticorps, elle est dirigée contre la protéine S, qui sont différentes. Donc c'était important de savoir, même pour ceux qui développent des vaccins, si dans la protéine S, on a à la fois des cibles naturelles d'une réponse cellulaire et aussi une cible d'une réponse anticorps, c'est le cas. Mais le fait qu'il y ait d'autres séquences en rouge, entre autres la protéine N, etc., fait qu'il y a certains qui sont en train de développer d'autres vaccins qui insistent sur la réponse cellulaire et qui peuvent utiliser d'autres molécules. Donc nous, dans cette maladie, on est allé directement vers la protéine S parce que c'est la protéine de surface et l'idée c'était d'avoir des anticorps qui neutralisent ça et on empêche l'infection du virus. Mais en fait, les choses sont plus compliquées. Et j'arrive ici, quelques remarques sur les particularités. Donc on a une situation, moi je suis, mon background, j'ai travaillé beaucoup sur les leishmanioses chez l'homme, et c'est une maladie où il y a une expression clinique variable, et il y a des charges parasitaires qui peuvent être variables, et la réponse immune est variable. Et je retrouve des similitudes avec ce qu'on a vu dans Covid. C'est-à-dire qu'il y a une hétérogénéité dans l'expression clinique. Vous avez des formes simples, des formes asymptomatiques, des formes très sévères et mortelles. Vous avez une hétérogénéité dans la réponse immune aussi. Et d'ailleurs, plus regardez maintenant les histoires des rappels, parce que la réponse immune, c'est pas oui, non, c'est aussi quantitatif. D'où les histoires des rappels, etc., qu'on est en train de faire. Donc l'intensité de la réponse immune est importante. La charge virale aussi est importante dans l'expression clinique et aussi dans la transmission. Donc ça, c'est des particularités. Alors, j'arrive au corrélat de protection. Les gens qui veulent développer des vaccins, ils essayent de voir quels sont les effecteurs de la réponse immune qui sont associés avec une résistance, naturellement, si on a la chance de les avoir, pour les induire artificiellement par une vaccination. Il faut savoir qu'on ne peut pas induire, tous les vaccins qu'on a, avant Covid, induisaient une réponse anticorps, sauf le BCG qu'on utilise et qui induit une réponse cellulaire, et qui est recherché au moins. On ne sait pas l'induire suffisamment comme il faut. Et donc là, les gens, devant des effecteurs, on sait que la réponse cellulaire peut être importante, la réponse anticorps peut être importante, et c'est important de connaître ce qu'on appelle les corrélats de protection qui vont nous guider pour le développement de vaccins. Donc on peut vous dire tout de suite que à la fois la réponse anticorps et la réponse T, CD4 et CD8 sont importantes. Ils jouent des rôles parfois un peu différents, on va les voir un peu plus tout à l'heure. Ça, on l'a su parce qu'on a vu des résistances, et on a parlé aux premières publications de 12 mois. Pourquoi 12 mois? Parce qu'avant, au début, les 12 premiers mois, il n'y a pas eu beaucoup de variations du virus. Après, le virus a commencé à changer. Et donc, après le recul de l'efficacité d'une maladie ancienne, il s'est raccourci parce qu'avec les nouveaux variants et l'histoire des modifications de la protéine S. Mais on reste donc imprécis dans la part et la contribution de chaque effecteur de la réponse immune dans la protection qui n'est pas encore très bien connue. Alors, maintenant je vais partager avec vous des petites notions. Ça c'est pour l'histoire d'efficacité. Rappelez-vous, au départ on parlait de 80% d'efficacité. Il y a certains gens qui pensaient que sur 100% de vaccinés, il y a 80% qui sont protégés et d'autres ne le sont pas. En fait, non, l'efficacité, c'est 1 moins le risque relatif. Elle est de 50% si on réduit de moitié la maladie, et elle est de 80% si on réduit de 5 fois la maladie, bien sûr en comparant le groupe contrôle, enfin placebo versus vaccin. Et c'est comme ça qu'on calcule l'efficacité. Alors on peut mesurer l'efficacité dans la protection et dans l'infection. On fait des PCR, mais ça n'a pas été fait au départ. On peut faire l'efficacité contre la forme simple, on peut calculer l'efficacité contre les formes sévères, et on a des notions et on a des définitions maintenant comme ça dans les différents vaccins.
Alors, une autre notion que je voudrais partager aussi, c'est cette histoire de l'immunité de groupe ou de troupeau, herd immunity. Rappelez-vous, au départ, on disait que, vu que le reproductive rate était de 3, il y a des formules qu'on calcule, en fait c'est 1 moins 1 tiers, c'est ça, pour calculer le pourcentage de population à vacciner pour que le virus ne circule plus. Hein. Et à l'époque, donc on disait qu'il faut vacciner entre 60 et 70%. Ces méthodes-là et ces modèles se basent sur le fait que quand on est vacciné, on est protégé contre la maladie, mais aussi protégé contre l'infection. Et donc, ce qui va nous donner la chance de vacciner non pas 100%, mais une certaine fraction de la population. Et quand on atteint ce niveau de 60%, parce que ça dépend du reproductive rate, donc on peut à ce moment-là arrêter et le virus, le R va devenir inférieur à 1 et donc le virus ne va plus circuler. Ça ne marche pas ce truc-là avec ce virus. Donc c'est faux. Et tous les gens ont changé leur truc. Pourquoi? Parce que en bas, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont immunisés en jaune et qu'il y a 2 rouges qui peuvent transmettre et les bleus qui sont naïfs, une bonne partie vont rester protégés. Pourquoi? Parce que là, ce modèle suppose qu'un individu immunisé ne peut pas avoir le virus. Or, dans cette situation, très souvent, on peut être vacciné et on peut avoir le virus. Donc, cette histoire d'immunité de groupe ne marche pas. Si on veut avoir l'immunité de groupe, si on veut vraiment l'atteindre, ben, il faut vacciner le groupe, c'est-à-dire tout le monde. Donc ça, c'est cette histoire de R, et comment j'explique, donc la proportion à vacciner, c'est 1 moins 1 sur R0. Alors, bien sûr, plus le R0 est important, il a atteint 7 avec 7 et 8 estimés avec Omicron, donc on va dire presque 10, donc 1 moins 1 dixième, il faut vacciner, même si le modèle est bon, 90% de la population. Donc voilà, on est déjà pas très loin de 100%. Alors, les vaccins, avec Covid, toutes les plateformes de production de vaccins ont été pratiquement utilisées pour faire des vaccins anti-Covid. Donc il y a le DNA vaccin, donc on insère une séquence qui code très souvent pour la protéine spike dans un plasmide et on peut l'utiliser. Donc il n'y a pas eu de vaccin de ce type sur le marché, mais il y a eu beaucoup de développement. Il y a le vaccin à base d'ARN, c'est lui qui a vraiment marché, c'est le vaccin de Pfizer, Moderna. Il y a eu les vaccins à base d'adénovirus, donc c'est des virus soit réplicatifs, soit non réplicatifs. On a utilisé l'adénovirus non réplicatif pour insérer une séquence qui code pour la protéine S, c'est le vaccin AstraZeneca, etc. Alors non réplicatif, vous me dites comment ils vont le produire en fait ce virus, parce qu'il faut faire des productions en masse. En fait, ils le produisent sur une culture cellulaire avec des cellules qui apportent les éléments génétiques qui manquent au virus pour se répliquer et qu'il ne va jamais avoir. Donc c'est un virus qui ne se divise pas, il rentre, il donne une immunité, après il est éliminé, il n'y a pas de division. Parce qu'on a vu dans certains essais, notamment de thérapie génique, etc., des effets indésirables quand on met des virus réplicatifs. Alors, une petite précision par rapport aux vaccins à base d'ARN, c'est valable aussi pour les vaccins à base d'adénovirus, pour souligner le fait que quand la protéine est synthétisée à l'intérieur du cytoplasme d'une cellule, c'est le cas pour le vaccin à base d'ARN, l'ARN il est injecté, il rentre grâce à une fusion de la partie, ce qu'on appelle les lipides nanoparticles, ce sont des particules lipidiques qui entourent l'ARN pour le protéger, lui permettre de rentrer, et quand il rentre, la cellule dans le cytoplasme va se mettre à synthétiser donc la protéine S, et chemin faisant, non seulement en bas il y a une synthèse de la protéine S qui peut sortir et qui peut activer les lymphocytes B, les lymphocytes T, CD4+, qui vont prendre l'antigène, mais aussi, et c'est très intéressant, et c'est très important, c'est que la synthèse c'est-à-dire que la protéine S en synthèse dans le cytoplasme peut induire des peptides qui vont se coller au CMH de classe 1 et peuvent activer les lymphocytes T, CD8+. C'est la supériorité des vaccins, donc adénovirus et des vaccins ARN, c'est leur capacité à induire une réponse cellulaire plus importante
et qui est aussi recherché. Les autres, ceux qui injectent uniquement la protéine rouge, là, ou le virus inactivé, très souvent, ils induisent surtout une réponse anticorps et pas tellement, parfois une réponse TCD4+, mais pas du tout, pas de réponse TCD8+. Et c'est important pour la protection. Alors le premier vaccin, donc c'était les premières choses qu'on a vues, c'était fin 2020, en décembre, dans les dossiers d'obtention des autorisations, et après une dose de vaccin, et déjà à 12 jours, on voit les courbes se séparer. Le bleu, c'est les gens qui ont pris le placebo, qui vont continuer à accumuler de plus en plus de cas qui vont arriver. Et les rouges, c'est le nombre de cas qui diminue avec les gens qui sont vaccinés, avec une efficacité ici de 85%, je crois, à l'époque, dans la première publication. Alors, maintenant, on va aller un peu plus dans des choses un peu compliquées pour... Ici, il y a eu des... Alors, la littérature, elle est riche avec les vaccins à base d'ARN et les adénovirus. Il y a beaucoup moins de publications avec les vaccins inactivés, notamment les vaccins chinois, et très peu aussi avec le vaccin adénovirus russe, le Sputnik. Ces courbes-là montrent très rapidement qu'au bout d'un certain temps, la réponse anticorps baisse. Donc, quand on fait des vaccins, les réponses anticorps spécifiques ou anticorps neutralisants baissent. De l'autre côté, vous avez en jaune à peu près les convalescents 6 mois après la maladie, et vous avez après les différents vaccins, les niveaux d'anticorps, et surtout le fait que les anticorps baissent. Le rouge, les bleus, donc ça c'est des choses importantes, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Là aussi, c'est les anticorps neutralisants qui baissent aussi, mais de façon quand même importante. C'est des facteurs log, là. Vous avez des facteurs dont 10 fois moins, c'est quand même faible. Par contre, ça c'est des systèmes un peu sophistiqués, c'est un peu plus compliqué que l'ICRA, mais ça permet d'étudier la réponse cellulaire CD4 et CD8 avec les vaccins ARN messagers, le mRNA le premier. Donc ça c'est de Moderna, le deuxième c'est Pfizer et l'autre c'est l'adénovirus, c'est AstraZeneca je crois. La réponse T cellulaire, elle est maintenue dans le temps, elle reste, elle dure et elle continue, et même parce que là c'est des délais, donc T5 ça continue et elle est maintenue. Alors c'est important ça, pourquoi? Parce que la réponse donc anticorps, elle est en fait beaucoup plus efficace dans la neutralisation, elle évite l'infection, elle empêche les gens d'être infectés, mais les taux d'anticorps baissent, même quand la protéine S ne change pas. On est en train de parler de la réponse anticorps dirigée contre l'antigène initial, alors que là, il y a beaucoup de changements. Donc, conclusion. Naturellement, les anticorps vont baisser, et en fait, ce sont les anticorps qui sont neutralisants. C'est eux qui jouent un rôle important pour empêcher la pénétration du virus dans la cellule. Conclusion, même si le virus ne change pas, donc l'obtention d'une immunité stérilisante efficace contre l'infection, elle est très difficile, elle est impossible pratiquement. D'où l'importance de l'immunité cellulaire qui joue un rôle extrêmement important dans la réduction de la sévérité, dans l'efficacité contre les formes sévères qu'on a vues chez des gens qui sont vaccinés, etc. D'où l'intérêt de la vaccination, et ça, on va y arriver tout à l'heure pour montrer plus de détails. Alors ici, c'est la protéine spike, et les points rouges, où il y a des symboles, c'est les mutations qu'on a vues. Ces mutations vont affecter... parfois, ce sont des cibles, ce sont des sites de reconnaissance par les anticorps, y compris les anticorps monoclonaux ou les cocktails d'anticorps monoclonaux qui ont été disponibles dans le commerce et qu'on a utilisés pour réduire la charge virale chez certains malades qui avaient des formes sévères, etc. Ça ne marchait plus, sauf quelques anticorps qui sont testés et qui peuvent marcher. Alors, avec Omicron, tenez-vous bien, il y a 50 mutations dans le génome complet, dont 30 uniquement la protéine S. Donc Omicron, il est complètement différent,
Et donc, ça se confirme avec les réponses anticorps. Donc, Omicron, il a apparemment évolué depuis très longtemps, tout seul, avec ses branches, avec ses différentes ramifications, indépendamment des autres. On pense qu'il a évolué soit chez une communauté de HIV positifs non traités, soit chez l'animal carrément, et qu'il est sorti avec ces changements importants. Il a continué à pouvoir infecter, et surtout pouvoir infecter de façon avec un reproductive rate très important. Il y a des sous-variants, on arrive à B5. Alors, cette diapo, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre les anticorps neutralisants d'un vaccin, donc qui a été conçu avec la protéine S, qui était d'origine, de Wuhan, et l'efficacité de cette vaccination sur les différents variants. Et vous voyez que à la fin, Omicron, les taux d'anticorps deviennent 14, la médiane, par rapport à 225. Donc une baisse. Ce qui est intéressant ici, et on le voit je crois sur cette diapositive, c'est que quand on fait un boost, même si Omicron, si vous voulez, est différent de l'autre, quand on fait un rappel, les fameuses troisième dose, quatrième dose, même avec les premiers vaccins, on arrive à remonter à avoir des titres d'anticorps neutralisants qui augmentent. C'est pour ça qu'on recommande à faire les vaccinations avec troisième et quatrième dose. Alors maintenant, donc, s'il y a des choses à retenir, c'est les anticorps. C'est bon pour l'immunité contre l'infection, parce que l'anticorps, avant même l'entrée du virus dans la cellule, il va être neutralisé, reconnu par l'anticorps et éliminé, mais les anticorps neutralisants baissent rapidement, et le virus change beaucoup. Même les résultats d'efficacité qu'on a vus à 80-85%, c'était fait avec la même souche virale, on va dire. Dans les essais thérapeutiques, c'était la même, c'était Wuhan. Maintenant, si on fait une vaccination avec Pfizer, avec Omicron, ben les chiffres vont changer. Donc, en plus de ça, l'histoire de la réponse cellulaire. Alors ici, c'est une diapo qui est retirée d'un journal de Financial Times, et qui est vraiment assez intéressante, très intéressante même. Vous voyez ce qui s'est passé à Hong Kong et en Nouvelle-Zélande, c'est tout récent avec l'épidémie de Omicron. À Hong Kong, on n'a pas vacciné et 70% de ceux qui ont plus de 80 ans n'étaient pas vaccinés. Et en Nouvelle-Zélande, il n'y a que 2% de non-vaccinés dans la population. Avec un même nombre à peu près d'incidences de la maladie, le bleu en haut, regardez la mortalité en rouge, qui est très importante à Hong Kong, comparée à la Nouvelle-Zélande, qui est extrêmement faible. Ça, c'est grâce à la réponse cellulaire qui est développée par les gens, qui, malgré le fait qu'elle ne va pas protéger contre l'infection, encore moins quand le virus change dans sa protéine S, qui est précisément la cible de la réponse anticorps neutralisante, mais malgré ça, la réponse immune cellulaire permet de protéger contre les formes sévères et contre la mortalité. Donc, il faut vacciner. Alors maintenant, des petites réflexions. C'est compliqué ces histoires de corrélats de protection. Il y a les vaccins qui protègent contre la transmission, par exemple la rougeole. Quand on est vacciné et protégé, on est protégé contre l'infection, contre la maladie. Et pour d'autres situations. Réponse cellulaire versus anticorps, j'en ai parlé. Élimination, c'est la variole, et maintenant on est en train d'assister à la niche que la variole a laissée, et donc la variole du singe est en train de développer dans cette niche parce que le système a besoin toujours d'homéostasie. Pour conclure, je fais un petit commentaire par rapport à cette histoire d'émergence, puisqu'on a parlé de variole. Maintenant, on va le non-respect des animaux, l'occupation des territoires des animaux sauvages, la consommation parfois des animaux sauvages va augmenter de plus en plus les risques d'émergence. D'abord, il y a beaucoup de maladies qui sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire qui touchent à la fois l'animal et l'homme, mais il y a aussi des maladies comme le SARS-CoV-2 qui, à la base, existait chez certains, en tout cas un virus cousin chez certains animaux,
Mais le fait qu'il y ait cette promiscuité et le fait qu'une même cellule, que ce soit l'homme ou l'animal ou ce qu'on appelle l'hôte intermédiaire, une même cellule va héberger deux peut-être virus cousins, il peut y avoir des échanges génétiques de ces virus parce qu'ils affectent la même cellule, il peut y avoir l'émergence de nouveaux virus qui peuvent avoir des propriétés d'abord d'infecter l'homme, parce qu'on va prendre les éléments des récepteurs de virus initial qui touchent l'homme, mais aussi peut-être donner des formes sévères, etc. Tout ça fait qu'il y a des gens qui pensent, et vraiment, qu'avec ce mode de vie et ce non-respect de la nature, le réchauffement climatique, la promiscuité et la déforestation, ce sont des conditions qui vont, disons, aller de plus en plus et favoriser l'émergence. Alors, le problème, c'est qu'on ne connaît pas, on connaît très très peu les virus des animaux. Et il y a maintenant de grands projets qui sont en train de se développer, entre autres dans le concept One Health, etc., qui ciblent une meilleure connaissance des virus et des pathogènes qui circulent dans les animaux, qui sont cousins avec certains virus et pathogènes de l'homme, et qu'on veut mieux connaître pour anticiper l'émergence. Et je dirais qu'on est en train de le vivre maintenant avec cette histoire de variole du singe, etc. Je pense que je vais conclure. Alors, 2 mots pour l'évolution de la situation. Les gens pensent, et à juste titre, qu'on va vers l'endémicité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pays où il y a des cas, il y a des pays où il y a moins de cas. C'est un peu comme pour la grippe maintenant. C'est-à-dire qu'on va aller vers une situation où le virus va continuer à circuler, mais il va affecter surtout des populations, disons, avec une baisse de l'immunité, avec des comorbidités, etc. Et un peu comme pour la grippe, très probablement, dans le futur, on va voir la saison, probablement à l'automne, on va vacciner, mais pas tout le monde, il faut faire des rappels et des vaccins pour les personnes, un peu comme la grippe, à risque de faire des formes sévères, les personnes âgées, les personnes ayant des comorbidités. Et c'est le scénario le plus plausible actuellement par rapport au devenir de cette pandémie. Alors le plus mauvais, c'est l'apparition d'un nouveau variant qui va échapper complètement à la réponse immune. Et à ce moment-là, ça va constituer un nouveau virus, mais c'est très peu probable. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et professeur Hachmi Laouzir pour cette excellente présentation. Oui. Merci Hachmi pour cette très belle présentation. Je voulais poser une question qui n'est pas sur ce que tu as présenté, mais sur le COV2. Je me souviens qu'au début de l'épidémie, l'Institut Pasteur de Tunis essayait de développer un vaccin. Oui. Qui était ADN, je crois, je ne me trompe pas, qui était ADN. Je voudrais savoir, est-ce que tous ces travaux ont abouti à quelque chose? Est-ce que ça a permis d'avancer? Ou bien est-ce que vous êtes revenu dans une stratégie globale de l'Institut Pasteur? Et est-ce que l'Institut Pasteur, au niveau mondial, pourrait développer éventuellement un vaccin futur? Ok, bon, merci pour cette question. Alors, au début de la pandémie, on avait une équipe qui travaillait sur la rage et qui a développé un vaccin à base d'adénovirus, à base d'un DNA vaccin, donc c'est un plasmide. Ils avaient l'expérience, ils ont le plasmide, c'est un plasmide qui a été développé à l'Institut Pasteur, il est breveté parce qu'il y a des séquences, etc. Et l'idée était de dire, il est arrivé avec son équipe et dit, voilà, on a la séquence de la protéine S, je veux faire un ADN vaccin, et on a démarré un projet comme ça. Alors l'ADN vaccin, il est plus compliqué, parce que l'ARN, il suffit qu'il rentre dans le cytoplasme pour être synthétisé. L'ADN, il doit rentrer dans le noyau, donc traverser 2 membranes. Et c'est plus compliqué pour arriver. Et d'ailleurs, même, je vous ai parlé, il y a des équipes qui font le DNA vaccin maintenant. Donc, il y a eu des travaux, et il y a une publication qui va être faite, mais moi, j'ai dit à l'équipe, après un certain temps, je dis, c'est pas la peine de continuer. Maintenant, il y a tellement de vaccins à base d'ARN qui ont montré leur efficacité, etc. C'est pas la peine de continuer à avancer. Mais il y a eu quelques étapes qui ont été réalisées avec des constructions pour voir quelle est la meilleure construction en termes d'optimisation. Alors maintenant, je reviens à l'histoire de quels sont les projets. L'OMS, voyant le succès des vaccins à base d'ARN messager,
a lancé un appel à expression d'intérêt pour identifier des pays où on peut maîtriser la technique d'ARN messager. Pourquoi? D'abord, c'est une technique qui permet de produire des vaccins qui peuvent induire une réponse à la fois cellulaire et anticorps. Deux, c'est des techniques qui ont été déjà initialement utilisées, entre autres par BioNTech, pour faire de l'immunothérapie dans les cancers et dans d'autres situations. C'est-à-dire injecter une séquence qui va produire pour une protéine d'intérêt qu'on souhaiterait voir s'exprimer chez l'individu. Donc, elle a beaucoup d'avantages, cette histoire d'ARN messager, et la maîtriser, c'est vraiment quelque chose de très important. Demain, il y aura une autre maladie, il suffit de connaître la séquence cible d'une réponse immune, qu'elle soit cellulaire ou anticorps, pour faire rapidement de l'ARN messager. Donc, et nous, à l'Institut Pasteur, on s'est engagé dans cette voie, et on a été identifié par l'OMS et ses partenaires pour recevoir la technologie ARN messager à l'Institut Pasteur de Tunis. On fait partie des pays, on est déjà en cours maintenant, il y a des aspects formation, des aspects, etc. Il y a encore des discussions par rapport aux brevets, parce que les sociétés, les grosses, ont négocié les brevets, mais il y a vraiment une volonté pour, et d'ailleurs le NIH et les États-Unis ont dit qu'ils vont mettre à disposition du public les brevets, etc., pour que les gens puissent maîtriser ça. Donc ça, c'est quelque chose dans laquelle on adhère, et on voudrait, parce que c'est le futur. L'autre chose, c'est qu'on a eu la chance, grâce à disons, des partenaires, entre autres français, je peux les dire, hein, c'est l'Institut Mérieux et c'est Alain Mérieux lui-même, qui nous a mis en contact avec Moderna, pour des raisons simples, parce que le monsieur de Moderna, Stéphane Bancel, est français, il a travaillé à l'Institut Mérieux pendant 7 ans. Et quand on avançait dans ça, donc on s'est branché, et là on est en train de faire un projet pour faire un vaccin, mais contre une maladie pour laquelle il n'y a pas de vaccin, mais contre laquelle les effecteurs, c'est une réponse immune cellulaire. Et voyant que l'ARN messager induit une bonne réponse immune cellulaire, donc on veut tenter cela, c'est les leishmanioses, sur lesquelles on travaille depuis longtemps, et on a fourni à Moderna les séquences cibles pour qu'ils designent l'ARN messager sur ça, ils sont en train de le faire, et on va recevoir les premiers ARN messagers, on va dire anti-leishmaniose, début juin, la semaine prochaine, pour faire des phases précliniques dans des modèles expérimentaux qu'on maîtrise, et pour essayer d'aller, si ça marche, vers des phases cliniques. Voilà, donc ça c'est quelques petits projets, mais vraiment, si on veut, pour une stratégie dans le futur, il faut maîtriser l'ARN messager. Il faut pouvoir faire, et ça permet d'ouvrir beaucoup de voies pour avoir cette liberté, y compris d'ailleurs pour la tuberculose. Avec ces séquences-là, sécrétées, les ISAT, etc., les protéines sécrétées qui sont la cible d'une réponse immune cellulaire importante, protectrice, ils sont le sujet de développement de vaccins à base d'ARN messager. Et je ne sais pas s'il y a des phases cliniques en cours, en tout cas c'est assez avancé, à la fois par Pfizer, par Moderna et même par d'autres boîtes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Sally. Voilà. Je voulais d'abord te remercier personnellement et au nom de notre communauté de pneumologie, s'il le permet, d'abord pour l'effort que tu as fait pendant cette période difficile. Et moi, personnellement, je te reconnais tout l'effort et vous avez toute notre gratitude. Ça, c'est pour le premier point. Pour le deuxième point, la conférence était délicieuse et on a beaucoup appris. Je voulais te poser 2 questions. La première, est-ce que l'infection en maladie fait aussi bien que le vaccin, pour ceux qui sont tombés malades, sur le plan de la protection? Et deuxièmement, est-ce que tu penses que la pandémie s'est affaiblie par la mutation du virus ou pas? Parce que j'ai l'impression que cette mutation du virus l'a un peu normalisée. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ces 2 points? Oui, c'est 2 bonnes questions. Si les vaccins ont pu être designés, c'est parce qu'on a vu dans des études au départ que les gens qui avaient fait une infection ou une maladie étaient résistants. Et il y a eu même des suivis, entre autres des équipes de l'Institut Pasteur à Paris. Et à l'époque, après 12 mois de suivi, il y a une efficacité contre l'infection, parce qu'elle existe aussi contre l'infection. C'est vrai qu'elle n'est pas absolue, mais il y a une certaine efficacité contre l'infection. C'est-à-dire quand on a fait la maladie et on a guéri, on est un peu plus résistant contre le portage du virus,
mais on peut le porter aussi, hein, et aussi contre le développement d'une forme sévère avec le même variant, parce que c'est ça l'histoire. Hein. Donc oui, mais ça ne suffit pas, parce que les délais, comme vous avez vu pour les anticorps, dès qu'on dépasse les quelques mois, même après infection naturelle, ben, les anticorps baissent et on a toujours besoin de faire des boosts et des rappels de l'immunité. Donc ça, c'est par rapport à la question. Et l'autre question, c'était... Ah oui, ok. Exactement. En fait, l'Omicron et la sortie de Omicron avec toutes les mutations, c'est presque les méthodes pastoriennes qu'on utilisait pour fabriquer des vaccins. On fait des cultures en masse, mais ça c'est la nature même, et toutes les pandémies et les épidémies c'est comme ça. Donc la culture en masse, la circulation importante du virus fait qu'il y ait des mutations, et fait que, en général, il y a une perte de la virulence. Parce que Omicron, qu'on le veuille ou pas, il est beaucoup moins virulent que Delta par exemple. Alors il y a des gens qui disent parce qu'il a atteint des gens qui étaient vaccinés. En fait, pas tellement, parce qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas eu beaucoup de vaccinations. C'était au moment où vous avez la pandémie de Omicron, enfin Omicron a circulé, ils étaient à 20% de couverture vaccinale. Mais malgré ça, il y avait quand même des formes beaucoup moins sévères quand on compare avec d'autres virus. Donc voilà, le virus, il donne des formes moins sévères, il peut disséminer un peu plus, il peut donner des complications chez les gens qui ont des comorbidités. C'est pour ça qu'il va rentrer dans l'endémicité et c'est pour ça qu'il faut continuer à vacciner de façon régulière. On verra comment. Pour le moment, on est en train de faire un rappel tous les 6 mois. On verra comment les choses vont évoluer et probablement on sera amené à vacciner, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fraction de la population qui peut présenter des risques de faire des formes sévères. Professeur Ikram. Il a le micro. Je crois qu'il lui a donné le micro qui ne marche pas. Merci, Dr Louzir. Moi, je voulais vous poser une question, et puis, si je me trompe, corrigez-moi. Donc, si j'ai bien compris, l'immunité cellulaire qu'on acquiert après le vaccin ou après l'infection, c'est quelque chose de solide. Donc, on a des cellules mémoire qui vont nous protéger contre, en particulier, des formes graves. Exactement. Alors, même si le taux d'anticorps baisse au bout de quelques mois, et si on est amené à attraper le virus encore une fois, si on est protégé par cette immunité cellulaire, si elle est, entre guillemets, immuable, si elle est valable contre tous les variants du virus, moi, personnellement, je dirais pourquoi je me ferais vacciner tous les 6 mois, même si je serais amené à avoir un petit rhume avec un Omicron ou un autre variant, si mon immunité cellulaire est vraiment solide. Oui, ça peut se concevoir. Oui. Donc l'immunité cellulaire, c'est quelque chose d'acquis, c'est immuable, c'est valable, quel que soit le variant, c'est... Pour le moment, d'abord, l'immunité cellulaire n'a pas été affectée par les mutations de la protéine S. On n'est pas dans la situation où l'anticorps marche, et quand il y a une mutation sur un des épitopes de la protéine S, ben, il ne marche plus. La réponse cellulaire, d'abord, elle n'est pas uniquement dirigée contre les épitopes classiques, on va dire, de reconnaissance des anticorps. C'est vrai qu'elle est dirigée contre des peptides de la protéine S, pour le moment. Et d'ailleurs, elle peut être dirigée contre d'autres peptides, d'où d'autres vaccins qui se développent. Et donc, elle reste plus, en tout cas, le recul que nous avons par rapport aux études, parce qu'on parle de recul maintenant. On ne peut pas dire qu'elle va rester 10 ans, parce qu'on n'a pas ce recul-là. Donc, les reculs pour les études montrent qu'effectivement, elle reste. Mais sachez que dans les histoires d'immunosuppression, les traitements, les gens sous traitement immunosuppresseur, ça va baisser. Les gens qui font des greffes ou les gens qui ont subi, je ne sais pas moi, des cures de chimiothérapie, il faut les revacciner pratiquement. Donc ils vont perdre. Parce que même et d'ailleurs, avec Omicron, ce qu'on a vu surtout, même les formes sévères, il y a eu un groupe quand même d'immunodéprimés. Donc des gens qui ont de l'immunosuppression. Et donc, cette immunité cellulaire, elle a baissé malgré une vaccination, et ils vont faire des formes sévères. Donc, d'où l'intérêt de penser à faire des rappels, surtout que le vaccin, quand même, ARN messager,
et il semble être bien toléré, etc. Mais je comprends votre remarque, quoi. Oui. Merci. Oui. Docteur Zohair. Merci pour cette excellente conférence. J'ai deux questions à vous poser. D'abord, l'exemple de l'Afrique. L'Afrique n'a pas connu une épidémie importante de Covid. Est-ce que ce serait en rapport avec leur immunité adaptative au début, qui avait une réponse cellulaire meilleure par rapport au reste du monde? Et puis une autre question par rapport à ces développements technologiques qu'on a vus et qu'on est actuellement capable de fabriquer des choses, des vaccins à réel taux. Est-ce que la science est capable de fabriquer des virus? Ouais. Alors, l'Afrique, maintenant, il y a un problème de sous-déclaration. Et d'ailleurs, c'est pas que l'Afrique. Enfin, il y a d'autres pays qu'on connaît qui sont bons. Là, par rapport à la Tunisie, nous, on a été vraiment très transparent, très clair pour les cas, pour les décès, etc. Il y a des pays qui cachent. Et il y a des pays qui n'ont pas les moyens de faire, disons, des investigations. Donc cette histoire de l'Afrique quelque part protégée, c'est pas vrai, parce que maintenant, il y a des cas de plus en plus, et quand on va avoir les gens qui ne font pas d'études, parce que malheureusement c'est une histoire de moyens, mais qui disent non, en fait, le virus a circulé plus, et il y a eu plus de cas, etc. Bon. Maintenant, s'il y a une immunité, oui, parce que j'ai montré au tout début qu'il y a des peptides qui peuvent être croisés avec d'autres virus, ou d'autres pathogènes qu'on a rencontrés dans notre vie et qui peuvent quelque part constituer un facteur qui permet de protéger quelque part contre... Rappelez-vous, on a parlé de BCG à un certain moment, pour cette histoire d'immunité non spécifique, etc. Donc c'est des hypothèses qui continuent à être, disons, à analyser, mais c'est difficile à démontrer parce qu'il faut des études... Voilà. Pour le reste, les histoires comment on appelle ça, de complot, les histoires, les théories complotistes et tout, c'est pas vrai. Donc c'est un virus naturel. Il n'y a pas eu de fabrication de ce virus dans les laboratoires. Okay. Pardon? Non, même, enfin, c'est toujours possible. Juste une remarque, il y a un bus qui va partir et les gens qui sont dans le bus ne veulent pas quitter avant qu'on arrête la session. Donc question courte et réponse courte. Okay. D'accord. Donc Madame Godet, ensuite Rida, ensuite Béchir et ensuite Lassane. Mais très vite. Non, juste, c'était aussi une remarque par rapport à la remarque de notre collègue de derrière. Je pense qu'en tant qu'infectiologue, pneumologue, moi je fais de la greffe pulmonaire. Quand je me vaccine et quand je me revaccine, j'intègre une dimension collective, comme dans ce qu'on fait dans la rougeole, etc. C'est-à-dire, j'ai aussi l'impression de diminuer mon portage pour éviter de transmettre à celui qui ne supporterait pas la maladie. Donc, voilà, je pense que la dimension collective est quand même fondamentale. Tout à fait. Tout à fait, mais encore une fois, la dimension collective, malheureusement, le vaccin ne protège pas toujours ou de façon très efficace contre l'infection. Donc même vacciné, on peut porter. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des gens qui disent « moi j'ai été vacciné 2 fois, 3 fois et j'ai fait la maladie ». Et en fait, bon, il a fait des formes simples et tout ça, et puis il reste une fraction de gens qui peuvent porter le virus. Oui, en ce qui concerne les effets secondaires, il y a actuellement une grande hésitation, même chez les médecins les plus avertis, pour faire la 4e dose. Est-ce que réellement il n'y a pas d'effet secondaire ou est-ce que l'État, le ministère n'est pas en train de faire assez d'efforts pour expliquer aux gens que ça ne pose pas de problème? Ça c'est la première question. La deuxième qui est encore plus courte, est-ce qu'avec la production des vaccins, pourquoi est-ce que les laboratoires qui ont fait ces vaccins n'essaient pas finalement, en fin de compte, d'intégrer les nouvelles mutations? Je sais que ce n'est pas comme la grippe, parce que c'est un ARN, c'est différent, mais seulement, en fait, qu'est-ce qui empêche que les nouveaux vaccins ne tiennent pas compte de ces mutations? Ouais. Merci. Merci. Donc la première, c'était par rapport aux effets secondaires. Honnêtement, bon, moi, j'ai pas beaucoup de données, c'est les gens de la pharmacovigilance qui s'occupent de ça, qui sont en lien avec l'OMS et tout ça. Le problème en Tunisie, c'est que parfois, l'incidence de certaines manifestations secondaires, on ne les connaît pas dans la population générale, à la base. En tout cas, en regardant les publications dans les pays où on a ces données-là, il y a une surfréquence, par exemple, des histoires de troubles de la coagulation, une surfréquence surtout
chez les jeunes vaccinés par rapport à la survenue et la fréquence de cet effet, de ces troubles-là, dans la population générale. Ça se voit, ça existe. Et en fait, ces situations, très souvent, ils arrivent naturellement après des épisodes infectieux ou des choses comme ça. Donc la vaccination, ça mime quelque part un épisode un petit peu infectieux, c'est la réponse immune. Donc voilà. Leur nombre, il est de 1 pour quelques centaines de milliers de vaccinations. Hein, c'est 3-4 par million. Bon. Alors il y a un calcul de risque-bénéfice. Et puis voilà, il faut les connaître et tout ça, c'est tout. Bon, maintenant, en plus de détails, honnêtement, j'en ai pas, et notamment par rapport à la Tunisie. Les histoires de changer, c'est vrai, quand vous voyez Omicron avec 30 mutations différentes, vous vous dites, mais pourquoi on n'a pas la protéine S de Omicron? Le problème, c'est pas construire le vaccin. Le problème, c'est de démontrer l'efficacité. Comment on va faire? Alors qu'on ne peut plus avoir des populations qui vont recevoir un placebo. On n'a pas le droit. Tout à l'heure, il y a une étude, je ne sais plus, je crois, au Brésil, que vous avez montré, où on vaccine des gens et on laisse des gens non vaccinés. Après, on va dire, oui, c'est vrai, la fréquence est plus élevée. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Donc maintenant, si on a un vaccin, on ne peut pas. Donc le problème, c'est l'évaluation des vaccins. Alors maintenant, les choses sont en train d'être contournées par ce qu'on appelle... on fait une phase 1 toujours pour voir la toxicité, etc. Mais on ne fait pas l'efficacité dans la protection, on regarde la capacité d'induire les effecteurs de la réponse immune. C'est-à-dire que c'est comme pour la rage. Hein. Nous, on a fait des trucs. La rage, on ne vaccine pas et on attend que les gens fassent ou pas la rage. Donc on regarde si le vaccin nouveau, par exemple, est capable d'induire l'effecteur de la réponse immune qui est associé à une protection, c'est-à-dire les anticorps neutralisants, antiglycoprotéines. Donc les gens sont en train de faire ça maintenant, et d'ailleurs, dans le pipe maintenant, il y a des vaccins bivalents, avec deux séquences de protéines S différentes, c'est les deux, Moderna et Pfizer, sont en train de faire ces vaccins, la protéine S de Omicron et la protéine S du variant Delta ou l'un des variants anciens, pour avoir une réponse anticorps qui couvre les deux. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, là. C'était la question effectivement posée par Léva par rapport aux valences. Si tu en as d'autres, on peut les voir après. Bon, j'ai deux petites questions. La première, vous avez en Tunisie aussi des gens qui ne veulent jamais être vaccinés. Est-ce que, à votre avis, ces gens sont protégés vis-à-vis des conséquences et de la gravité quand ils attrapent le virus, et d'une part, et d'autre part, ce qui ne constitue pas un facteur de risque s'ils peuvent être des porteurs simples pour diffuser l'infection. Et deuxième question, est-ce que vous avez l'expérience de gens qui ont été vaccinés, ils ont eu le premier vaccin, et le deuxième vaccin, quelques mois après, et moi j'ai eu un cas, le type, il a fait un syndrome fébrile, une altération brutale de l'état général, il est décédé 3 jours après la vaccination. Ouais. Bon, ça c'est des cas, ça il faut les voir au cas par cas, ces histoires de trucs. Bon, par exemple, Moderna, là, pour rentrer un peu dans les détails, la quantité d'ARN messager est 100 microgrammes, alors qu'au Pfizer c'est 30. Et on dit que Moderna est un peu plus réactogène. C'est-à-dire que les effets secondaires qu'on voit, y compris les effets simples, c'est-à-dire la petite fièvre au bout de 24, 48, 72 heures, etc. Donc ça se voit. Il y a eu des constatations aussi d'une réactogénicité après les doses de rappel. C'est-à-dire que... Oui, c'est ça ma question. Oui, bon, mais c'est une histoire de statistiques et c'est une histoire de comme vous savez, hein, de ce qui arrive, etc. Et vraiment, moi, je ne les connais pas très bien. C'est les gens de pharmacovigilance qui s'occupent de ça. Alors maintenant, par rapport à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner... Oui. Bah, écoutez, ils ne vont pas se faire vacciner. Le vaccin n'est pas obligatoire. Je pense qu'il n'est obligatoire dans aucun pays, sauf peut-être en Chine, je ne sais pas. Et voilà, bon, c'est pour ça que les gens ont fait le pass vaccinal, c'est pour ça que... bon. Mais bon, bah, c'est vrai, donc les gens qui ne sont pas vaccinés, ils sont surtout à risque pour leur santé. Surtout s'ils ont des comorbidités, et c'est vrai qu'ils peuvent constituer une population qui peut être un facteur de... Bah oui. Merci. Merci. Bon, merci beaucoup pour toutes ces conférences très intéressantes, pour l'affluence des participants, pour l'accueil
l'ensemble du personnel de l'hôtel et pour la composition et pour la contenance scientifique de toutes les conférences qui ont été passées, qui ont été exposées, et également pour le nombre de participants dans les salles. Les salles étaient presque toujours pleines, même un dimanche matin, malgré qu'il y a des gens qui sont partis, et pour les ateliers. Bon, je remercie toujours et vivement ces participants et je suis très content de l'excellent résultat. Je passe la parole à Meged. Bon, moi je dirais que l'association entre la TUFORCAL et l'association franco-tunisienne de pneumologie est une réussite. C'est une réussite pourquoi? Parce que toi et l'association apportent les compétences étrangères et nous, on mobilise les Tunisiens de Tunisie et l'expertise de l'organisation. C'est pour ça qu'on a réussi un superbe congrès il y a 3 ans. Aujourd'hui, je pense aussi qu'on a fait un très bon congrès et je pense que dans le futur, on fera encore de très bons congrès et je voudrais qu'on fasse une standing ovation pour mon ami Lassad pour ce qu'il a fait. Il a quand même ramené plus de 200 Français en Tunisie pour un congrès franco-tunisien et il faut le féliciter.